je me lance dans une vidéo supplémentaire sur les installations CVC, chauffage, ventilation, climatisation. J'ai beaucoup de travail en ce moment, donc je suis un petit peu moins disponible pour faire des vidéos. Donc voilà, je complète un petit peu les éléments manquants et je m'attaque enfin au CTA. Voilà, j'ai pas mal de choses à dire sur les CTA, donc c'est la première vidéo d'une série qui en comptera je sais pas combien, on verra. Alors le premier élément qu'on va prendre, c'est au début de la CTA, avant de parler de sa mise en œuvre et de parler un petit peu de l'utilisation, la mise en œuvre des régulations, tout ça sur notre CTA, le premier élément à regarder, c'est le CCTP. Alors je suis toujours sur l'exemple de notre école, où on avait finalement 9 classes, dont on imagine qu'il y a 30 enfants par classe et un adulte. Alors on prend 15 mètres cubeurs par enfant et 18 mètres cubeurs par adulte, ce qui nous fait, pour ces 9 classes, une ventilation de 4200 mètres cubeurs. Il y a aussi une bibliothèque, 30 enfants, un adulte, ce qui nous fait 470 mètres cubeurs. Il y a une salle d'évolution susceptible d'accueillir 2 classes en même temps, donc 60 enfants et 2 adultes. Donc 730 mètres cubeurs. Dans la salle d'évolution, on augmente un petit peu les ventilations. Un périscolaire avec 45 enfants et 3 adultes, 580 mètres cubeurs. Une salle informatique, 30 enfants, un adulte. Une infirmerie avec 3 adultes à 54 mètres cubeurs. Une salle des maîtres à 10 adultes, 180 mètres cubeurs, une direction pour 3 adultes et 54 mètres cubeurs. Ça nous fait une CTA qu'il faut dimensionner à 6700 mètres cubeurs. C'est quand même une jolie petite bête qu'il va falloir mettre en place. Donc ça, c'est le cahier des charges initial qui nous avait été proposé par l'architecte. Alors, regardons un petit peu où ça nous emmène, ça. Alors, quels sont mes modes de calcul? Je vais essayer d'estimer un petit peu les coûts de tout ça. Donc, quelles sont mes hypothèses? Bon, je prends une température de soufflage à 21 degrés Celsius, une température d'hiver de 7 degrés. Bon, voilà, 6 mois d'hiver, j'ai pris. Bon, ce sont des hypothèses un petit peu optimistes, on va dire, hein. Le rendement global d'un moteur de ventilation, c'est 60% en gros, hein. La récupération de chaleur, puisqu'on a un échangeur de notre CTA, je l'ai donné à 70%. Il y a des récupérations de chaleur à 50-60%, 70-80%, voilà, c'est une valeur intermédiaire. Alors ça peut être sujet à caution. J'ai pris 220 € le mégawattheure d'électricité, TTC bien sûr. Alors actuellement c'est beaucoup plus, hein, on est plus proche des 400 €. C'est bon, bah voilà, c'est le prix que payent les particuliers, un petit peu moins. Alors c'est pareil, hein, on a un tarif, enfin ancien tarif jaune, donc il faudrait mixer en tarif de nuit, tarif d'hiver, tarif d'été, etc. Donc c'est un prix à peu près voilà, correct. Pareil pour le prix du mégawattheure de gaz, 80 €. Ça c'était un petit peu le monde d'avant, mais ça nous permet d'avoir quelques bases de discussion. Bien sûr, on pourrait changer ces valeurs et bon, regarder l'impact avec des x2, x3 qu'on a eu dernièrement sur ces valeurs. La surface de l'école, c'est 1720 mètres carrés. Alors, si on se fixe un bâtiment à 50 kWh du mètre carré, ça fait une cible de consommation de 86 MWh énergie primaire pour le bâtiment. Et ça va nous permettre de regarder quelle est l'importance de notre CTA sur cette cible d'énergie primaire. Alors, regardons un petit peu le coût, alors soit énergétique, soit en euros, hein, on va regarder les deux, pour ces 6700 mètres cubeurs, dans un premier élément où on considère que ça fonctionne 24 heures sur 24. Alors, en électricité, quand je mouline 365 jours par an, alors j'ai pris 150 pascal sur les moteurs hein, de pression de soufflage et de pression d'aspiration. C'est les valeurs que je relève sur notre CTA. Normalement, ce sont des valeurs qui sont issues du calcul des réseaux aérauliques. Mais là, voilà, moi j'ai des valeurs, donc je les ai prises. Et ça m'emmène à 8,1 MWh d'électricité.
Et donc on multiplie par 2,40, je sais plus, 2,48 ou 2,50 pour le mégawattheure d'énergie primaire. Donc on est à 21. Je rappelle qu'on a une cible à 80. Ce qui nous fait 1800 € d'électricité par an, juste pour les ventilateurs. Et en gaz, on serait à 41 mégawattheures. Alors énergie primaire, énergie utile ou c'est à peu près pareil là. J'ai pris sur le rendement de 70% de mon échangeur et 3300 € donc de gaz. On est déjà à 60 mégawattheures, donc on voit très très bien que cette hypothèse de fonctionnement n'est pas bonne. On serait à 5100 € de consommation. Ben oui, parce que aujourd'hui, si on veut tenir les cibles des bâtiments basse consommation, il est plus possible de laisser en marche les installations 24 heures sur 24. C'est pourtant quelque chose qui se fait souvent. On installe, on finit par laisser en marche, même s'il y a des horloges. La gestion n'est pas simple. On est dans une petite collectivité, on maîtrise pas très bien, on n'a pas envie de revenir, on a demandé, etc., à rester un week-end, on a demandé à ceci, cela. Finalement, ça reste tout le temps en marche. Bah, si ça reste tout le temps en marche, c'est clair, la cible de consommation du bâtiment ne sera pas atteinte. Hein. Alors, si on regarde des horaires réalistes, c'est-à-dire une école, quand on regarde bien, c'est ouvert 4 jours par semaine. En tout cas, la nôtre, elle est ouverte 4 jours par semaine, de 7 heures à 19 heures. Il faut retirer les vacances, donc il y a 36-38 semaines par an d'occupation de l'école. Et quand on fait sur ces hypothèses-là de fonctionnement, eh ben, on descend quand même à 1,3 mégawattheure d'électricité, 3,4 le coefficient elle-même mégawattheure d'énergie primaire, on descend à 350 € d'électricité par an et on retombe à 7 mégawattheures pour le gaz et 660 €, ce qui nous fait 1010 € et on est, vous le voyez, à 10 mégawattheures d'énergie primaire. Il nous reste 70 mégawattheures pour le reste. C'est largement plus jouable. 70 mégawattheures pour, il reste l'éclairage et le chauffage, voilà. Alors, malgré tout, est-ce qu'on peut pas faire mieux? Alors, on a fait changer le CCTP, on est en phase de discussion. Alors, ce sont des discussions qu'il faut avoir le plus en amont possible. D'accord, il y a 9 classes, il y a 30 enfants, ça, on va pas le dire. Mais quand les enfants vont dans la bibliothèque, ils sont plus dans la classe. Donc, pourquoi ventiler la bibliothèque et la classe? On va retirer ces 470 mètres cubes heure et on va mettre 47 à la place. On va diviser par 10, garder un petit débit de ventilation et on va mettre nettement moins. Pareil pour la salle d'évolution. Quand ces enfants sont dans la salle d'évolution, ils ne sont pas, dans les classes. Donc pareil, on va réduire 73 mètres cubes heure. Le périscolaire. Le principe du périscolaire, c'est que les enfants, ils sont là quand il n'y a plus personne dans l'école, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'école, et on accueille des enfants de 7h à 9h à peu près, et puis le soir. On va réduire aussi, là. Parce qu'ils peuvent pas être partout, les enfants. La salle info, c'est pareil. L'infirmerie, on va garder. Par contre, la salle des maîtres, les enseignants, soit ils sont dans la classe, soit ils sont dans la salle des maîtres. Ils peuvent pas être partout en même temps. Donc, vous voyez un petit peu ça, on arrive à réduire, la direction on a gardé, les 54 mètres cubes heure, pour se garder un petit peu de marge. Et donc, on réduit le débit à 4500 mètres cubes heure. Alors, pour faire ça, il faut installer des clapets motorisés dans chaque salle. Les clapets coûtent à peu près 100 balles. Il y en a 2 par salle. Et puis, il y a une sonde de qualité d'air qui est installée. La sonde, quelque part, que ce soit une sonde de qualité d'air ou une sonde de température, l'écart de coût n'est pas très important. On peut estimer qu'il y a un surcoût d'environ 10 000 € sur l'ensemble de l'installation. Un surcoût de 10 000 € qui va être partiellement récupéré. Je pense qu'on en récupère au moins la moitié sur une installation qui coûte moins cher. La CTA 4500 mètres cubes heure ou 6700, c'est pas le même prix. Les réseaux aéroliques qui vont être un petit peu plus petits,
Voilà. Et en même temps, on a des organes de réglage dans les salles qui vont permettre de gérer plus proprement les débits, puisque ces clapets tout ou peu, ils sont aussi à débit réglable, hein, donc ils sont à débit régulé. Ils se contentent pas de régler deux débits, un débit d'inoccupation et un débit d'occupation, mais ils règlent aussi ces débits. Donc on a beaucoup d'avantages pour finalement un surcoût. Allez, 5 000 euros, c'est beaucoup, je crois, le surcoût, donc sur un projet de plusieurs millions. Donc normalement, on ne discute pas de ça. Et puis, alors qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner? Alors je suis descendu à 10 heures parce que bon, comment estimer les gains? Ça va pas être simple. Donc j'ai retiré 2 heures sur le périscolaire parce qu'en fait le périscolaire, l'école est loin d'être occupé complètement. On va avoir des débits qui s'adaptent à la présence effective des gens. S'il y a une classe de moins, s'il y a une classe de fermée, ben la classe, elle sera pas ventilée. S'il y a une classe qui part à la piscine, la classe ne sera pas ventilée. S'il y a que 20 élèves dans une classe et non pas 30 ou 25, et ben la classe sera un peu moins ventilée, etc., etc. Donc on a quelque chose qui s'adapte au plus près de l'utilisation. Donc, comment prendre compte ça? Ben voilà, j'ai retiré 20% du temps d'utilisation et j'ai augmenté aussi un petit peu de 10% le récupérateur de chaleur en disant qu'on récupérait 80% de la chaleur. Donc, il va y avoir un impact au niveau du temps d'utilisation à la fois sur l'électricité et le gaz et un impact sur le gaz parce que je vais considérer qu'on garde mieux notre chaleur dans ce bâtiment. Alors du coup, on tombe à 0,9 MWh d'électricité parce qu'on a fortement réduit. Alors ça veut dire que les ventilateurs vont fonctionner moins, hein, en quelque sorte, avec des débits moindres, et on sera très rarement à ces 4500 m3. Hein. 2,3 MWh d'énergie primaire, on descend à 200 euros. 3,1 MWh de gaz, c'est là qu'on a effectivement le gain le plus important. Et 250 euros de gaz, et on tombe à 450 euros à l'année. Alors c'est intéressant tout ça, parce qu'on a une installation qui est moins grosse, qui est moins chère, qui est plus économe, on gagne un facteur 2, alors on gagne que 500 balles, hein, en gros, 500 balles sur 10 ans, l'école à 10 ans, voilà, le surcoût il est récupéré, alors je vous parle même pas je vais pas dire du bonheur, mais on a pu passer la crise énergétique finalement sans trop de casse, parce que nos bâtiments sont globalement gérés comme ça, pas tous exactement comme ça, mais ils sont globalement gérés comme ça, et donc on a passé, oui, cette crise énergétique assez facilement. Voilà. Donc ça reste compatible avec un bâtiment basse consommation. Notre bâtiment, effectivement, hein, il est à 50, il est à moins de 50, un petit peu moins de 50 kWh énergie primaire du mètre carré. Hein. Donc les valeurs que je donne, elles sont compatibles et c'est effectivement la réalité de notre installation aujourd'hui. Je remarque que dans l'ensemble, peu de gens font le calcul effectif de la consommation de leur bâtiment. Peu de gens d'administration. Alors on fait des grands projets, et les architectes y passent, ils vous vendent des consommations, ils vous vendent des bâtiments BBC, Personne ne prend sa calculatrice et dit j'ai combien d'électricité par an, j'ai combien de gaz par an, je divise par la surface et au final j'ai combien. Même les architectes ne s'en préoccupent pas. Ils retournent. Alors j'ai pas vu tous les architectes de France, hein, mais j'en ai croisé quand même quelques-uns. Maintenant j'en ai croisé une bonne poignée. Alors, ça reste assez peu significatif. J'ai discuté aussi avec d'autres architectes. Je n'en ai jamais vu un qui se préoccupait de la consommation effective des bâtiments qu'ils avaient vendus. Alors, les architectes que je croise, c'est pas ceux qui font la tour de la Défense ou qui font des grosses, voilà, c'est ceux qui font ce genre de bâtiment. Un gymnase, un centre de loisirs, une école, voilà, ce genre de choses-là. Hein. C'est pas des architectes qui font des bâtiments extraordinaires, voilà. Mais dans ce monde-là, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui se préoccupait de la qualité effective de son bâtiment. Et dans la réalité, tous les retours que j'ai, c'est que ces installations complexes, elles marchent pas, elles finissent par être souvent en marche ou en marche continuelle ou à l'arrêt.
Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule sur le manque de compétences techniques de notre pays, et puis le fait qu'on est dans des papiers, dans des réunions, dans des machins, et puis la réalité, faire la division après, il y a personne. Alors je suis peut-être un petit peu à exagérer, mais je pense pas qu'on en soit si loin que ça. Notre CTA école, donc je la présente sur cette petite vidéo. Alors, on a une CTA avec, l'air neuf qui arrive. Ici, on a un échangeur thermique motorisé. C'est super important pour moi d'avoir un échangeur, ça maintenant c'est obligatoire, mais qu'il soit motorisé, ça veut dire qu'on peut gérer la quantité de chaleur qui est reprise. Ça, c'est effectivement très important. Euh, Alors, on a une régulation de température de souffrage. Ici, on a la batterie chaude, donc on va avoir une consigne de température, un régulateur qui agit soit sur notre récupérateur de chaleur progressif, soit ici, on a un volet de mélange. J'explique dans les diapos suivantes un petit peu comment ça marche. Et on a notre vanne de batterie chaude, et puis, etc. J'expliquerai un petit peu tout ça dans les vidéos suivantes. On a donc une sonde de qualité d'air sur l'air repris. Cette sonde de qualité d'air, elle va jouer sur le volet d'air de mélange pour gérer la qualité de l'air justement dans le bâtiment. Donc on voit qu'ici on a une double commande, soit de la régulation de température, soit de la qualité d'air. Il faudra faire un choix. Qui est-ce qui l'emporte? Est-ce qu'on veut garder notre chaleur ou est-ce qu'on veut... évidemment, c'est la qualité de l'air qui l'emporte. Et ensuite, on a deux réglages de pression. Alors ça, c'est important. On va travailler à pression constante parce que comme on a tout un tas de clapets derrière notre installation, eh bien, suivant le nombre de clapets ouverts, il faudra avoir plus ou moins de débit. Ce qui fonctionne bien, si on a une installation qui n'a pas trop de perte de charge, si on a une installation qui fonctionne bien, donc sans trop de perte de charge, ce qui fonctionne bien, c'est la régulation de pression, autant en air soufflé qu'en air repris. Donc on a deux régulateurs de pression. Qu'est-ce qui va gérer tout ça? C'est un RMU 730 de Siemens. Encore une fois, je ne suis pas marié avec Siemens, mais voilà, notre installation a essentiellement été faite avec ce matériel, et c'est ce matériel-là que je présenterai. Alors, comment ça fonctionne le volet d'air de mélange? Si l'air dans l'école est de bonne qualité, soit parce qu'elle n'est pas occupée, soit parce qu'elle est très faiblement occupée, eh bien, ça veut dire qu'on va garder notre air intérieur. Bon, effectivement, ça fonctionnerait pas forcément comme ça. On a aussi une régulation de température. Si la température à l'intérieur est chaude et qu'on a de l'air frais à l'extérieur, le volet va s'ouvrir pour faire entrer de l'air frais, pour charger, ils appellent ça le free cooling. Automatiquement, on va gérer de l'apport de froid ou de l'apport de chaleur. Enfin, plus souvent, ça sera de l'apport de froid dans notre école. Il fait rarement plus chaud dehors que dedans. Voilà. Enfin, il fait des fois plus chaud dehors que dedans, mais en été, c'est pas très grave. C'est au contraire quelque chose qu'on veut garder. Et donc, quand l'air repris est de mauvaise qualité, parce que l'école est occupée, eh bien, à ce moment-là, les volets ici, ils s'ouvrent en haut et en bas, et à la jonction entre les deux, ils se ferment. Ça, c'est vraiment un petit, alors ça, un registre motorisé, c'est pas grand-chose à faire, et ça fait une petite économie supplémentaire sur notre CTA. Ensuite, on a un récupérateur de chaleur. Donc le récupérateur de chaleur, on n'y pense pas. On voit bien son fonctionnement en hiver. L'hiver, l'air est froid, il arrive. Alors que dans le bâtiment, a priori, il est chauffé. Donc l'air repris est chaud. Et on peut pas le mélanger parce qu'il est crade. Donc on peut pas le réinjecter parce que voilà, il a le CO2 et puis toutes les impuretés de la présence humaine, les composés organiques volatiles. Donc on va utiliser notre roue ici qui va tourner et remonter donc la chaleur de l'air repris pour le transmettre à l'air neuf qui est frais. Et donc du coup, on va extraire un air qui est froid, enfin qui est rafraîchi par rapport à l'air ambiant, et ça revient aussi à transférer le froid de l'air neuf vers l'extraction. Et donc notre air ici, il est réchauffé dans un premier temps, et puis s'il y a besoin seulement, c'est la batterie chaude qui fera son office pour
avoir de l'air à température voulue. Ça fonctionne donc aussi en été. Alors en été, on a plus souvent de l'air chaud dehors et notre bâtiment qui le matin au moins va être frais. On a donc de l'air frais et cet air frais, on voudrait bien le garder. Et bien à ce moment-là, l'échangeur va fonctionner de la même façon, mais va renvoyer la chaleur de l'air neuf sur l'extraction directement, de manière à garder un air frais en soufflage. Et ça fonctionne bien. Ça permet d'allonger et d'éviter de climatiser le bâtiment. Alors climatiser une école, nous on est en région parisienne, ça n'a pas de sens. Malgré tout, on a des périodes où il fait très chaud. Ça n'a pas de sens parce que juillet-août, l'école n'est pas ouverte, donc voilà. Et donc en ayant ce système-là, on arrive à allonger un petit peu les périodes de confort, surtout quand on s'en sert la nuit pour charger le bâtiment en frais. Pendant l'été, dans les périodes de chaleur, la ventilation se met automatiquement en marche la nuit lorsque la température extérieure est suffisamment descendue pour faire rentrer de l'air frais dans le bâtiment. Voilà, donc ça c'était la petite présentation de notre installation. La prochaine vidéo, je suis en train de faire des mesures sur site, c'est de vous expliquer un petit peu justement comment fonctionne cette qualité d'air avec notre RMU et le matériel KNX qu'on a mis en place sur l'ensemble de l'installation.